France 24. La reconnaissance d'un État palestinien à l'ONU, la question fait débat à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les États-Unis sont contre, ils mettront leur veto. Et pourtant, il y a un an, Barack Obama faisait miroiter devant cette même ONU la reconnaissance de la Palestine. Il s'agit donc d'une volte-face de la part du président américain qui s'est exprimé aujourd'hui à la tribune des Nations Unies. Barack Obama, qui a suscité tant d'engouement dans le monde au moment de son élection, a-t-il déçu? A-t-il déçu les Israéliens, les Palestiniens, le monde arabe, les Européens et bien sûr les Américains? Nos invités ce soir, Constance Borde, bonsoir. Vous êtes membre du Parti démocrate américain en France, les démocrates Abroad France. Avec nous, François Durper, bonsoir. Vous êtes un spécialiste des États-Unis, historien. Vous êtes co-auteur de l'Amérique d'Obama et Obama face à la crise, c'est aux éditions Démopolis. Avec nous, Mohamed Adraoui, bonsoir. Vous êtes chercheur et enseignant à Sciences Po et vous êtes un spécialiste du monde arabe. Et puis avec nous, David Chemla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de European Jewish Call for Reason, qui est le rassemblement de tous les juifs européens qui ont appelé à la paix sur la base de deux États. Barack Obama a rejeté donc aujourd'hui à l'ONU la demande palestinienne. Le président américain s'est justifié en mettant en avant qu'Israéliens et Palestiniens devaient résoudre la question ensemble. Or, les négociations, vous le savez, sont gelées depuis un an. On écoute tout de suite Barack Obama. C'était tout à l'heure à la tribune des Nations Unies. Il y a un an, je me tenais ici même à ce podium et j'appelais à un État palestinien indépendant. Je croyais alors et je crois toujours que les Palestiniens ont droit à leur propre État. Mais ce que j'ai aussi dit, c'est qu'une paix durable doit aussi être obtenue par les Israéliens et les Palestiniens eux-mêmes. Un an plus tard, en dépit d'efforts considérables de la communauté internationale, les deux parties n'ont pas trouvé d'accord. Et voilà ce que disait Barack Obama il y a un an à cette même tribune des Nations Unies. On l'écoute. Nous devons donner le meilleur de nous. Si nous y arrivons, alors l'année prochaine, quand nous reviendrons ici, nous pourrons avoir un accord qui nous mènera à accueillir un nouveau membre des Nations Unies, un État de Palestine indépendant et souverain, vivant en paix avec Israël. Mohamed Adraoui, vous travaillez sur le monde arabe. Il a suscité un engouement incroyable, Barack Obama, au moment de son élection. Est-ce qu'il a déçu ? Alors tout d'abord, je ne sais pas si... Et notamment sur la question israélo-palestinienne. Alors la réponse, est-ce qu'il a déçu? Oui, beaucoup, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un grand engouement, il y a eu un intérêt, une originalité autour du phénomène Obama. Il y a eu, on sortait, il faut se mettre dans le contexte, on sortait de 8 années de George Bush, on sortait de plusieurs guerres, donc oui, il a suscité un certain espoir, mais pas un engouement disproportionné. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a déçu parce que la question israélo-palestinienne est fondamentale. Elle est passionnelle et passionnante, elle dépasse de loin le cadre purement géopolitique. On sait l'importance des relations entre l'État d'Israël et l'Occident de manière générale. On sait les frustrations dans le monde arabe du fait du sort du peuple palestinien. On peut dire qu'il a en plus déçu parce qu'il a fait un discours historique en juin 2009 au Caire dans lequel il s'est engagé à changer la donne justement et à mettre tout son poids dans le conflit, dans la résolution du conflit. On se rappellera à titre d'anecdote que la première personne qu'il appelle une fois élu, c'est Mahmoud Abbas en janvier 2009. On sait qu'il a mis, donc il a choisi un envoyé spécial, Denis Ross, Mitchell pour le Proche-Orient. On sait qu'il a fait, symboliquement le maximum, mais maintenant le problème il est politique, il est qu'il faut se remettre dans le contexte. Il y a un an, il faisait un discours, mais il y a un an il y a aussi la reprise des négociations sous égide américaine entre Netanyahou et entre Mahmoud Abbas. On sait qu'il a buté sur le fait qu'il n'a pas pu faire cesser la colonisation de la Cisjordanie. À partir de là, il faut après se remémorer d'autres phénomènes, les Palestine Papers, donc les documents Wikileaks dans lesquels donc c'est aussi les documents qui ont mis à mal aujourd'hui l'autorité palestinienne, qui expliquent en grande partie pourquoi aujourd'hui il demande la reconnaissance de l'État palestinien à l'ONU. David Chemla, les Israéliens, j'imagine aujourd'hui ne sont pas déçus puisque le président américain les soutient toujours et encore, et pourtant au début il a été quand même très ferme vis-à-vis des Israéliens et notamment vis-à-vis de Benyamin Netanyahou. Ça dépend de quel Israélien vous parlez. Effectivement, il a soutenu, en ce moment, la position israélienne de refuser la démarche unilatérale actuellement faite par président Abbas à l'ONU, qui est la position officielle du gouvernement, mais il a
posez la question d'Obama, on a eu une forte attente en Israël après son élection, notamment dans tout ce qu'on appelle le camp de la paix, tous ceux qui espéraient, avec ce nouveau président, après 8 années de Bush, voir un nouveau président qui permettrait d'insuffler un changement politique radical dans la région. Et cela, effectivement, il y a une déception parce qu'il n'a pas pu arriver à faire les pressions nécessaires sur les deux partis. Au moment où il avait le pouvoir, c'est les 2 premières années, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, un président est fort pendant les 2 premières années. Ensuite, il entre déjà pratiquement dans la campagne électorale. Donc, pendant les 2 premières années, il n'a pas pu vraiment aboutir à une reprise des négociations. Donc, là, il y a une certaine déception. Il y a une certaine déception. Il y a une déception dans le monde arabe. Mohamed Adraoui le disait. Il y a une déception aussi chez les Israéliens. Constance Borde, il y a une déception aussi chez les Américains. Oui, il y a une frustration terrible parce qu'il n'a pas pu négocier du tout avec Netanyahu. Il faut dire que quand il est arrivé au pouvoir, Obama, on connaissait bien ses sentiments envers la Palestine. Il était peut-être un des rares présidents qui s'est prononcé aussi fortement favorable à un État palestinien. Donc, c'est certain que ça a braqué, surtout quelqu'un comme Netanyahu, qui est tellement dur dans la négociation. Donc, ça l'a braqué, c'est certain. Et ils ont, à mon avis, Israël était encore plus dur avec Obama qu'ils étaient jamais avec un autre président. Et c'était une réaction à un sentiment, peut-être vrai. Peut-être même aujourd'hui, Obama aimerait, au fond de lui, voir cet État palestinien. Et il a même dit, on l'a vu dans le discours, et le fait qu'il est obligé maintenant de ne pas soutenir l'État palestinien, je ne suis pas sûre que c'est facile pour lui. Mais il a un sens de timing extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une élection, il faut quand même le dire, dans 14 mois, qu'il y a un vote juif qui compte, un électorat qui compte, et qu'on ne peut pas aller contre cet électorat ? Malheureusement, je dois avouer que c'est certain que l'élection compte beaucoup. C'est un très mauvais moment de soutenir la Palestine. On a vu à New York l'élection terrible que nous avons perdue, les démocrates, il y a quelques semaines. Oui. Et c'était un mauvais signe pour Obama. Et je pense que comme il a le sens du timing, il a dit aujourd'hui, je crois que quand il a dit « there's no shortcut », il n'y a pas de raccourci dans cette démarche. Quand il a dit ça aujourd'hui, il a dit « ce n'est pas le moment ». Mais il voulait dire ça sur plusieurs plans différents. Peut-être d'abord pour l'État de Palestine, la Palestine, et aussi pour ses propres élections et pour la continuation des négociations. François Durpert, décevant quand même, parce que c'était une priorité quand même pour lui, la question israélo-palestinienne au début de son mandat. Généralement, les présidents américains font de la question israélo-palestinienne une priorité plutôt vers la fin de leur mandat. Et là, en l'occurrence, ça a été dès le début de son mandat. Est-ce que ça a été une erreur ? Il y a 2 erreurs de Barack Obama diplomatiques sur cette question-là. La première, c'est 2 erreurs diplomatiques, c'est-à-dire qu'il y a ces 2 règles diplomatiques qu'il a transgressées. La première règle diplomatique qu'il a transgressée, c'est le travail dans la discrétion. Quand vous voulez faire aboutir une négociation, vous ne clamez pas haut et fort que vous voulez résoudre le problème et vous ne montrez pas votre volontarisme. Or, Barack Obama, vous l'avez souligné, les précédents présidents, qui n'ont pas réussi non plus, mais se sont occupés de la question la dernière année de leur 2e mandat. Lui, dès la première heure, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Mohamed, il appelle Mahmoud Abbas. Et le chef de l'État qu'il rencontre le plus depuis le début de son mandat, c'est Netanyahou. Première erreur. Deuxième erreur, quand vous voulez obtenir quelque chose d'un des partenaires, et surtout celui dont vous voulez attendre le plus de choses, eh bien, vous le caressez dans le sens du poil, vous ne le braquez pas. Et c'est ce que vient de dire Constance. Barack Obama, on le sait, depuis qu'il est sénateur, non pas seulement des États-Unis, mais sénateur de l'Illinois, on sait qu'il a un attachement pour la cause palestinienne. C'est un garçon qui a des questions identitaires, qui se pose des questions sur le post-colonialisme, qui a comme livre de chevet Edward Said, qui est allé voir Edward Said, ce grand penseur du post-colonial palestinien, lorsqu'il était à Chicago. Et ça, tout le monde le sait. Alors, c'est pas la peine de le rappeler sans cesse. C'est un ami de Rachid Khalili aussi. Exactement. Et donc, eh bien, plutôt que de braquer Netanyahou, il aurait fallu qu'il commence par tenir le discours qu'il a tenu aujourd'hui, c'est-à-dire assurer Israël
de sa sécurité. Alors vous voyez, peut-être j'apparais un peu cynique dans ma manière de présenter les choses, mais quand on veut faire avancer sa diplomatie, il y a un certain nombre de règles diplomatiques importantes. Et puis, deuxième chose importante, qu'est-ce qui explique le blocage de l'Amérique d'Obama face à cette question du Moyen-Orient? La première, c'est que Obama ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce qu'il peut. Bien sûr, on connaît les difficultés du président américain, les institutions américaines font que le Congrès des États-Unis a un rôle très important et on ne change pas impudemment une tradition diplomatique de proximité avec Israël comme cela. Et là, il est en cohabitation, donc il ne peut plus bouger du tout. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'Amérique d'Obama, Obama n'est pas tout puissant en Amérique, et l'Amérique dans le monde n'est plus toute puissante. Et on va en parler tout à l'heure de l'influence. 99, Hubert Védrine parlait de l'hyperpuissance américaine. Aujourd'hui, Fareed Zakaria nous parle d'un monde post-américain. Et justement, on va en parler tout à l'heure de cette influence des États-Unis dans le monde qui n'est peut-être plus justement ce qu'elle est. Vous voulez réagir, David Shemla Oui, simplement vous dire que dans les premières années de son mandat, Obama était très attendu en Israël. Il a peut-être fait une erreur importante, c'est que quand il a fait son discours du Caire, il aurait dû prendre l'avion tout de suite pour Jérusalem et faire un discours analogue. Parce que je pense que le peuple israélien est prêt à entendre aujourd'hui une parole d'un président américain qui le pousse et pousserait son gouvernement à faire les choix possibles. Le peuple israélien, mais peut-être pas le gouvernement israélien, qui est un gouvernement très dur, c'est le moins que l'on puisse dire. La société israélienne est une société on l'a vu cet été avec les manifestations sociales, une société assez civile est très importante en Israël. Et je crois qu'il aurait pu gagner cette société civile, et ça, il n'a pas trouvé les mots à ce moment-là. Mais ce que vous dites est absolument essentiel. Pourquoi Barack Obama, qui joue tous les peuples du monde et toutes les sociétés civiles du monde contre leurs dirigeants, ne s'est pas appuyé sur la société civile et sur le peuple israélien? C'est quand même quelque chose d'étonnant. Et j'allais même dire, sur le peuple et la société civile israélienne et sur les juifs américains. On se fait une image des juifs américains qui est une image extrêmement caricaturale. Il y a une diversité au sein de la communauté juive américaine, et la communauté juive américaine ne vote pas d'un bloc sur la question d'Israël. C'est-à-dire que vous voulez dire que ce qu'on appelle le vote juif n'est pas acquis à un président enfin, vous voyez, qui ne met pas en avant justement la sécurité d'Israël, qui ne défend pas systématiquement les intérêts d'Israël. Les juifs américains, pas plus que tous les autres Américains, aujourd'hui, ne vont voter sur des sujets de politique étrangère. Pas plus les 5 millions de juifs américains que les musulmans américains ou que les noirs américains. Ils vont voter sur des questions de politique intérieur, comme ça s'est toujours fait dans l'histoire des États-Unis. D'un autre côté, il y a un lien qui est en train de se faire entre la population du juif, la cause d'Israël et les républicains, qui va être très très important dans l'élection qui vient. Et ils vont utiliser les relations que Obama a avec Israël comme une offensive électorale. Et aujourd'hui, dans le Herald Tribune, dans le New York Times, ça va être récupéré par les républicains. Ça sera récupéré. C'est déjà le cas, en fait. Il y a un discours d'un candidat républicain, Rick Perry, qui a proposé, s'il était élu, de mettre l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et non plus à Tel Aviv, encourager la colonisation dans les territoires. En fin de compte, c'est la démagogie, parce que de toute façon, aucun gouvernement américain ne prendra une telle décision, c'est évident, même si demain il y a un c'est faire offense à l'intelligence, c'est faire offense à l'intelligence des 5 millions de juifs américains que de considérer qu'ils vont tous, comme un seul homme, derrière Perry. Vous pensez que ce n'est pas vrai, ça? Ce n'est pas une réalité? Je pense qu'il y a une tentative. Bien sûr qu'il y a des tentatives des républicains. Vous savez que chaque communauté, je ne dis pas qu'il n'y a pas, évidemment, on est dans une démocratie de lobby. D'ailleurs, c'est inscrit dans la Constitution. C'est pas quelque chose de tabou. Oui, mais là, c'est plus que lobby, François. C'est plus que lobby. C'est quelque chose de très émotionnel. Ils sont très, très efficaces, les républicains, avec ce discours. Et si je peux me permettre, on parle souvent du vote juif. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un vote juif. Je parle sous le contrôle de François. C'est un vote des juifs, comme il y a un vote des musulmans, des athées, de ce que vous voulez. Du point de vue maintenant républicain, on parle beaucoup des liens entre républicains et entre éventuellement juifs sionistes et Tea Party, ce genre de choses. Certes, mais il ne faut pas oublier que les principales cibles des républicains aujourd'hui et des républicains qui montent, ce sont les chrétiens fondamentalistes qui, eux, se sentent viscéralement attachés à la cause israélienne. Donc quand on fait des sondages aujourd'hui au sein des Américains juifs, ou même on parlait des Israéliens juifs à l'intérieur de l'État d'Israël, je crois entre ces 61%, entre 61 et 63% pour la création d'un État palestinien. Maintenant, quand on passe au niveau des élites, on passe au niveau des lobbies,
On passe au niveau de l'AIPAC, on passe au niveau de l'ADL, ce genre de choses. On sait qu'il n'y a même plus de rationalité dans le fait aujourd'hui de croire qu'il y a un lobby, il n'y a même plus de lobby. On sait qu'à l'époque de George Bush, beaucoup de personnes dans son administration étaient américano-israéliens. Donc les lobbies ne sont même plus utiles au bout d'un moment si on veut. Donc à partir de là, il faut dire une chose qui est... c'est pour ça que moi je fais partie plutôt des gens qui sont pessimistes sur la question. Il n'y aura pas de paix et de création d'un État palestinien viable sans, aujourd'hui on peut le dire, une dispute entre dirigeants israéliens et dirigeants américains. Et on le sait. Ça passera nécessairement par ça. Ça passera par des frictions, par des tensions, voire des disputes. Hein, si vous me passez l'expression du couple qui va être au bord du divorce ou de la crise de ménage, je ne sais pas, choisissez ce que vous voulez. Il n'y aura pas également d'État palestinien viable sans une grave dispute, une grave tension entre les dirigeants israéliens eux-mêmes. Je citerai Hubert Védrine qui a à mon avis raison lorsqu'il dit la chose suivante: le véritable conflit est entre Israéliens qui souhaitent la création d'un État palestinien viable et Israéliens qui refusent la création d'un État palestinien viable. Alors je vous propose, on va faire une pause dans un instant, mais je vous propose d'abord de voir ce dessin de Plantu qui est paru cette semaine dans l'Express. Vous voyez voir cette position d'équilibriste que tente de trouver Barack Obama qui dit j'hésite. Constance Borde, est-ce que finalement aujourd'hui ne paye pas justement ses hésitations le président américain? Ça c'est difficile à savoir. Comment Obama négocie? Pour le moment, ce n'est pas un grand succès. Mais est-ce que long terme, ça va nous mener quelque part? C'est le deuxième mandat qui permettra peut-être de connaître la fin de l'histoire. S'il y a deuxième mandat, ça on en parlera tout à l'heure. Ouais. C'est souvent dans le second mandat que les présidents américains essayent d'impulser parce qu'ils n'ont plus rien à perdre et plus rien à gagner non plus, donc ils sont beaucoup plus libres. Donc s'il veut prendre une initiative, il sera peut-être plus libre à ce moment-là. Oui, mais il n'y aura pas de question de réélection, puisqu'un président américain, il peut être réélu une fois, il peut faire 8 ans, il ne peut pas faire plus. Voilà. Oui, mais Obama a toujours dit pendant la campagne qu'il n'était ni à gauche ni à droite. Il était quelqu'un qui voulait avoir des dialogues. Le dialogue semble impossible, d'abord entre Israéliens et Palestiniens, entre républicains et démocrates. Il est face aux gens qui ne sont pas très sensibles à le dialogue. Mais il persiste, il continue, et on le trouve au milieu, comme on a vu dans le Tessin. Vous savez, ça c'est la méthodologie d'Obama, c'est son ADN politique depuis toujours. Quand Obama était maître de conf à Chicago, il disait à ses étudiants, il faut que vous fassiez comme Antonin Scalia, qui est un juge de la Cour suprême extrêmement conservateur. Il faut que vous vous mettiez dans la peau de votre adversaire. Il faut que vous adoptiez les idées de votre adversaire pour bien les comprendre et pour être en mesure de le convaincre. Donc c'est quelqu'un, Barack Obama, qui a toujours cherché le consensus. Et ça fonctionne parfois. Ça a fonctionné lorsqu'il était sénateur de l'Illinois, lorsqu'il a fait passer cette fameuse loi moratoire de la peine de mort. Ça a fonctionné, même si cette loi, on le sait, d'assurance santé ne plaît pas à tous les Américains. Il est quand même arrivé au bout. Ça marche pas sur la question du Moyen-Orient. Mais vous avez vu que subtilement cet après-midi, 6 minutes sur la question d'Israël et de la Palestine, sur un discours de 40 minutes. Et il a essayé de, non pas de botter en touche, mais d'attirer nos regards vers autre chose que les États-Unis. Ça a été très net aussi avec le discours justement de Nicolas Sarkozy, qui lui, quasiment tout le discours était presque consacré à la question palestinienne, ce qui n'a pas été le cas de Barack Obama. On va devoir faire une pause, François Durper, mais on va tout de suite reprendre ce débat. Barack Obama a-t-il déçu la communauté internationale? Le monde attendait beaucoup du prix Nobel de la paix, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il est prix Nobel de la paix. Alors avec un peu de recul, est-ce qu'il mérite réellement ce prix Nobel de la paix? Concrètement, qu'a-t-il fait? Eh bien, nous posons toutes ces questions à nos invités dans un instant. À tout de suite.